Imaginez un monde sans été. Imaginez voir neiger en plein juillet, tandis que vos enfants grelottent de froid. Imaginez regarder le ciel et voir un soleil faible, étrange, souvent caché par une brume perpétuelle qui ne se dissipe jamais. Ce n'est pas un film de science-fiction. C'est arrivé. En 1816, le monde entier a été plongé dans un mini-âge glaciaire. Les gens mouraient de faim, des émeutes éclataient et la panique s'emparait des nations. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils sentaient que c'était la fin du monde. Et au milieu de toute cette obscurité, dans une villa isolée par la tempête, allait naître le monstre le plus célèbre de l'histoire. La cause de tout cela ne fut ni une punition divine, ni un événement astronomique. Ce fut quelque chose de bien plus terrestre et violent. Un an plus tôt, le 5 avril 1815, à l'autre bout du monde, dans l'actuelle Indonésie, le volcan Tambora est entré dans la plus grande éruption de l'histoire humaine enregistrée. L'explosion fut si colossale qu'elle fut entendue à 2600 km de distance. Elle projeta dans la stratosphère plus de 150 km3 de cendres, de roches, et surtout, de dioxyde de soufre. Dans les jours qui suivirent l'explosion, l'obscurité fut totale. Le soleil disparut pour les habitants de la région, et la mer se couvrit d'immenses îles flottantes de pierres ponces qui rendaient la navigation difficile. Mais l'effet le plus trompeur fut esthétique. Pendant les 3 années suivantes, le voile de cendres dans la stratosphère provoqua des couchers de soleil d'une beauté spectaculaire et surnaturelle dans le monde entier. Des artistes en Europe, comme J.M.W. Turner, peignirent, fascinés, ces ciels rouges et orangés, sans savoir qu'ils documentaient les couleurs d'une catastrophe qui, lentement, était en train de geler la planète. Le voile d'aérosol de soufre s'étendit comme une peste invisible sur tout le globe, bloquant la lumière du soleil et faisant chuter les températures mondiales. L'effet domino fut immédiat et global. Cette carte du chaos nous montre l'ampleur de la catastrophe. En Amérique du Nord, on l'appela 1800 gelés à mort. Une vague de froid arctique balaya la côte et en plein mois de juin, provoquant des gelées qui détruisirent toutes les récoltes. En Europe, des pluies incessantes et torrentielles entraînèrent des inondations catastrophiques. Le Rhin et le Danube débordèrent, rasant des villages entiers. Le prix des céréales monta en flèche en France et en Irlande, provoquant des émeutes de la faim et des famines massives. En Asie, la mousson fit défaut. Le manque de pluie en Inde provoqua une sécheresse dévastatrice, suivie d'une nouvelle souche virulente de choléra qui, attisée par le chaos, finirait par tuer des millions de personnes dans les décennies suivantes. En quelques mois, la planète entière fut plongée dans une crise climatique, et personne n'en comprenait la raison. Mais pour ressentir la véritable dimension du désastre, nous devons abandonner les cartes et le vivre à la première personne. À présent, vous êtes dans le Vermont, en Nouvelle-Angleterre. Vous êtes un fermier et un père de famille. L'année précédente, la guerre contre les Britanniques s'est enfin terminée. Vous espériez la paix et la prospérité. Au lieu de cela, vous avez eu l'enfer. Nous sommes en juin 1816. Vous devriez regarder vos champs de maïs pousser sous le soleil. À la place, vous regardez la neige tomber. Un gel brutal et surnaturel a tout recouvert de blanc. Vos pousses de maïs, autrefois vertes et prometteuses, sont maintenant des spectres noirs et gelés. Vous avez tout perdu. La fin ne tarde pas à arriver. Le prix du grain, si tant est que vous en trouviez, a été multiplié par 10. Votre famille survit avec de la soupe d'ortie, des hérissons bouillis et quelques poissons que vous parvenez à sortir de la rivière gelée. Mais la faim ne fut pas le seul ennemi. Le pire fut de voir le monde que vous connaissiez s'effondrer. Les communautés qui s'entraidaient autrefois se refermaient désormais sur elles-mêmes. Le voisin qui vous avait prêté un outil l'année dernière vous regarde maintenant avec méfiance, protégeant ses maigres provisions. Des prédicateurs itinérants commencèrent à apparaître dans les villages, hurlant des sermons sur l'apocalypse et la colère d'un Dieu vengeur. La confiance, pilier de la vie rurale, s'était évaporée, remplacée par une peur froide et constante, non seulement de la nature, mais aussi de votre propre prochain. Un jour, désespéré, vous vous rendez au village pour essayer de vendre l'attelage de bœuf de votre père, une relique familiale. Mais le marché est désert. Les visages de vos voisins sont des masques de faim et de méfiance. Vous proposez votre attelage, mais personne n'a d'argent, et ceux qui en ont le gardent précieusement. L'argent ne vaut plus rien s'il n'y a pas de nourriture à acheter. Vous rentrez chez vous les mains vides, avec le son des pleurs de vos enfants résonnant à vos oreilles. C'est une apocalypse lente et glaciale.
Pendant que vous luttez pour ne pas mourir de faim, la catastrophe climatique mondiale avait des conséquences culturelles totalement inattendues. Le froid et les pluies incessantes de cette année sans été forcèrent les gens à s'enfermer. Et dans l'une de ces maisons, à la Villa Diodati, au bord du lac Léman en Suisse, se trouvait un groupe de jeunes écrivains anglais en vacances. Le célèbre et scandaleux poète Lord Byron, son médecin personnel John Polidori, et une jeune femme d'accent grave peine 18 ans nommée Mary Shelley, accompagnée de son futur mari. Piégés dans la villa par un été humide et maussade, comme ils le décrivirent, le vent hurlait et les éclairs illuminaient les sommets des Alpes. Ils passaient leur soirée à lire un recueil d'histoires de fantômes allemandes intitulé Phantasmagoriana. L'une de ces nuits, pour combattre l'ennui, Lord Byron proposa un défi, que chacun écrive sa propre histoire d'horreur. Cette nuit-là, sous le ciel sombre et orageux de 1816, Mary Shelley fit un cauchemar, une vision terrifiante. Comme elle l'écrivit plus tard, je vis le pâle étudiant d'arts impie agenouillé à côté de la chose qu'il avait assemblée. Je vis le fantôme hideux d'un homme étendu, puis, par l'action de quelques puissants moteurs, montrer des signes de vie et s'agiter d'un mouvement maladroit, à demi vivant. Cette vision, née de l'ennui et de l'anxiété d'un monde sombre et froid, devint la semence de Frankenstein. Et ce ne fut pas le seul monstre né cet été-là. Lors du même défi, Polidori écrivit Le Vampire, le récit qui jeta les bases de la figure du vampire aristocratique que nous connaissons aujourd'hui. Le monstre et le vampire ne sont pas nés dans un laboratoire, ils sont nés au cœur de l'hiver volcanique. Ainsi, le lien devient clair et stupéfiant. L'éruption d'un volcan en Indonésie a injecté du soufre dans l'atmosphère, ce qui a bloqué la lumière du soleil, provoquant un hiver mondial. Cet hiver a entraîné la perte des récoltes et la famine qui a failli vous tuer, vous, le fermier du Vermont, et a en même temps forcé Mary Shelley à s'enfermer dans une villa en Suisse, où l'ennui et l'obscurité l'ont inspiré à créer Frankenstein. Un volcan, à l'autre bout du monde, fut le père indirect du monstre le plus célèbre de la culture moderne. Cet événement nous laisse une leçon glaçante sur la fragilité de notre monde. Il démontre comment un événement unique dans un coin de la planète peut déclencher un effet domino aux conséquences mondiales imprévisibles, affectant non seulement notre survie, mais aussi notre art, nos histoires et nos peurs les plus profondes. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons l'année 536, connue comme la pire année pour être en vie. Oserez-vous découvrir pourquoi? Si cette incroyable chaîne d'événements vous a surpris, abonnez-vous et activez la cloche. Et maintenant je vous le demande, que pensez-vous qu'il se passerait aujourd'hui si un tel événement se reproduisait? Dites-le moi dans les commentaires.